Donc, bonjour tout le monde. Merci Marie-Paul pour l'organisation. Merci Guy pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de parler ici au Pôle, là. C'est un organisme avec lequel on collabore déjà et dont les travaux nous intéressent beaucoup. Moi, on m'a présenté amplement, donc je ne vais pas vous refaire le coup de vous dire qui je suis, mais je vais peut-être vous dire que l'Association québécoise de production d'énergie renouvelable, c'est un regroupement de plus d'une centaine d'entreprises qui s'occupent bien évidemment de production d'énergie renouvelable dans plusieurs filières. Donc, Guy en a nommé plusieurs, là, mais en Gaspésie, c'est sûr que vous connaissez beaucoup nos membres qui s'occupent d'éolien. C'est évident, là. Mais sachez qu'on a aussi des membres qui s'occupent de solaire, hydro et de plusieurs formes de bioénergie. On a maintenant aussi un groupe hydrogène vert. Aujourd'hui, le but, c'était vraiment de vous présenter succinctement, puis vous en faites pas, ce document-là, il est disponible sur notre site web, OK? Mais succinctement, la feuille de route 2030, qui est un document qu'on a émis en février, donc à la fin février 2021, lors de notre colloque, et de vraiment focuser sur le rôle de la biomasse forestière résiduelle, des bioénergies même en général, parce que c'est un sujet qu'on voulait vraiment apporter là, dans le cadre d'un événement du pôle. Alors, sans plus attendre, je vais démarrer sur c'est quoi la feuille de route 2030, pourquoi l'association a monté ce document-là. Très simplement, ce que c'est que c'est un document qui s'appuie sur plusieurs grands constats là, qui ont déjà été établis, qui ont été répétés ici par d'autres intervenants que moi, que ce soit le plan pour une économie verte, la stratégie énergétique, le plan de transition énergétique de tech, ou plus particulièrement, puis ça, je vais vous en parler un tout petit peu plus, du rapport d'Unsky qui a été commandé par le gouvernement et qu'on appelle, nous, Trajectoire, pour faire une histoire courte, parce que son titre est un peu plus long, qui, lui, est un rapport qui est assez intéressant parce qu'il nous permet de nous projeter vers la prochaine décennie en se demandant comment on va faire pour atteindre nos cibles climatiques de 2030, qui, je le répète, sont de moins 37,5 par rapport au niveau de 1990 en production de GES. Donc, se projeter comme ça, c'est-à-dire comment on le fait, dans quel secteur, dans quel ordre, c'est une modélisation. Le modèle qui est proposé dans le rapport d'Unsky est super intéressant parce qu'il établit trois grands constats. Premièrement, c'est un modèle, il faut que vous le sachiez, qui est technico-économique. Donc, à la base, il accepte les technologies, on en a beaucoup, on vient d'entendre parler, là, beaucoup de technologies vertes, mais il accepte ce type de technologie-là euh, sous l'angle de leur coût à la tonne de CO2 évité. C'est important hein, parce qu'on veut faire une transition viable, on ne veut pas non plus que ça plombe entièrement notre économie. Au contraire, on veut en faire une relance, un élément de relance verte. Donc, c'est un bon réflexe d'utiliser un tel modèle. Et forcément, quand on utilise un modèle comme ça, les technologies d'efficacité énergétique sont absorbées rapidement par le modèle. Elles arrivent souvent en premier parce qu'elles sont moins chères. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, lui, est très important. C'est qu'un modèle comme ça va vous démontrer aussi très rapidement, peu importe lequel en passant, mais celui-là le fait aussi, c'est qu'il faut hausser la production d'énergie renouvelable. Et ça, bien sûr, c'est notre sujet. Donc, c'est un sujet sur lequel on aime discuter, on aime parler. Et le troisième constat, qui est très important aussi, c'est ça nous prend une bourse du carbone. Ça nous prend un prix du carbone. L'image que vous voyez à droite, c'est carrément la modélisation qui est faite en haussant le prix du carbone à un niveau de 140 la tonne, donc un prix qui n'est pas très éloigné de ce qu'on a entendu de la part du premier ministre Trudeau lors du dévoilement du plan climat. Et là, vous voyez la ligne pointillée en grise qui indique que oui, ça a un effet. Ce n'est pas suffisant, mais c'est essentiel. Et donc, les trois choses sont importantes. Donc là, aujourd'hui, comme vous pouvez vous attendre, l'ACPA va vous parler de production d'énergie renouvelable et donc d'un des deux éléments, un des trois grands éléments qui sortent d'un rapport comme celui de trajectoire, c'est qu'il faut aussi la production d'énergie renouvelable. Pour ce faire, on évolue dans un contexte que nous, on connaît très bien, qui est le contexte des trois autres rapports là, dont je vous ai parlé, où là, il y a des grands constats qui ont été établis, puis qu'on vous a listés à l'écran, puis je ne vais pas les répéter, on n'a pas beaucoup de temps. Mais vous les connaissez sûrement. Et ensuite de ça, ce qu'on s'est appliqué à faire, c'est carrément se dire, OK, maintenant, on va utiliser la modélisation de Dunsky comme un outil de projection. Et comment, nous, en tant qu'industrie, on pense que chaque filière peut contribuer à l'atteinte de nos cibles climatiques
par la hausse d'énergie renouvelable. Donc, le défi est connu, c'est nos cibles. La séquence d'action, donc de relever le défi, est tout aussi connue. Elle a été énoncée par d'autres que moi, hein, juste à l'instant. Ça a été dit, c'est-à-dire qu'il faut se mobiliser. Donc, on ne pourra pas le faire tout seul, là, il faut vraiment se mobiliser. Quand on parle de mobilisation, on parle de mobilisation de capitaux et de ressources. Moi, j'ai bien aimé que juste avant moi, on parle d'Investissement Québec, de fonds d'action. J'ai bien aimé qu'Eco-Leader vienne parler ici. C'est une initiative extraordinaire aussi. Et donc, c'est des initiatives qui peuvent nous permettre de mobiliser tranquillement nos ressources et nos capitaux pour démarrer. Le démarrage est important. Il reste 10 ans, donc il y a vraiment une valeur intrinsèque au démarrage. On est rentré dans une décennie d'action et l'opportunité, elle, est à droite. Alors ça, c'est le cœur du travail de la feuille de route. C'est de segmenter l'opportunité par filière, de dire combien ça représente de térawattheure sur 10 ans. Combien de pétajoules ça représente en bioénergie. Et ça, juste pour vous rappeler, là, juste pour que tout le monde comprenne bien, quand on parle du bon qui est proposé par un modèle comme Dunsky, qui est de l'ordre de 56 TWh, il faut juste se rappeler tout le monde ensemble que la romaine, c'est 8 à 8,5 TWh selon les sources que vous consultez. La romaine, ça a pris 10 ans à faire. Donc, on est devant un défi qui est colossal et qui nécessite effectivement, et ça a été bien dit avant moi, beaucoup de mobilisation, beaucoup de coordination, mais à la clé, il y a un véritable élément de relance verte qui nous attend. Et c'est une relance qui est chiffrée par notre rapport à 10 à un peu plus de 13 milliards d'investissements. Donc là, on va passer plus rapidement parce qu'on va vouloir s'intéresser à la biomasse, hein, parce que Guy voulait que j'en parle beaucoup et je suis ravi de le faire. Mais on va commencer juste par vous parler d'un truc important. On dit souvent l'électrification, c'est un sujet important, névralgique. Il faut électrifier transport, bâtiment, chauffage. Mais rappelons-nous qu'un modèle comme Dunsky dit aussi oui, mais il faut aussi avoir beaucoup de bioénergie en support à cette électrification-là pour le réussir. En électricité, ce que vous avez devant vous, c'est à gauche la modélisation complètement. Et là, complètement à droite, vous vous ramassez devant l'ampleur du défi. Donc, une partie qu'Hydro-Québec va relever, puis une partie que la production indépendante va appuyer Hydro-Québec avec ses efforts. Alors là, nous, on est ici pour parler plus de bioénergie, mais je vais être ravi de répondre à vos questions. En bioénergie, c'est le même constat, mais Hydro-Québec n'est pas là. Et là, on est devant, sensiblement, le même ordre de grandeur. Donc, à gauche, la modélisation, à droite, le bon qui est inscrit dans le modèle. Et la taille du bon est importante. Rappelez-vous qu'un modèle, en termes de précision sur la finalité, c'est jamais précis complètement. Mais l'ordre de grandeur, lui, doit absolument être pris en compte par les gens qui s'intéressent à cette question-là. 26,5 TWh équivalent de bioénergie. D'ici 2030, appelons-nous la romaine 8 TWh. C'est un gros effort. Mais les bioénergies au Québec, on a l'avantage, on a plusieurs avantages. Premièrement, on a parlé d'agriculture durable, c'est important en bioénergie, mais il faut aussi parler de nos forêts et dans tous les secteurs des bioénergies. Comme vous le voyez ici, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on segmente le 96 pétajoules dont je vous parlais tantôt en 3 grands secteurs d'activité ou de développement qui sont connus, pour lesquels on a des filières existantes au Québec, pour lesquels j'ai des membres qui développent et souvent même exploitent, opèrent des projets existants. Et donc, on tient compte du modèle, mais on y applique la réglementation en place, les délais de développement et forcément l'appui que ça va avoir au niveau des efforts d'électrification pour arriver à ce type de chiffre-là. Là, maintenant que je vous ai dit ça, sachez que la forêt a un rôle à jouer dans toutes ces filières-là. C'est important. Quand on regarde un projet comme BERT à la TUC, c'est un projet de biodiesel qui est fait à partir de biomasse forestière résiduelle, ou quand on parle d'un projet comme celui que le pôle travaille, on ne parle pas juste de biomasse combustion, et Guy va vous en parler après moi de toute façon. Et je suis sûr que Jean-François Samry va se faire un plaisir de le faire aussi. Mais quand on parle de biomasse telle qu'elle, de biomasse combustion, production de chaleur, chaleur verte, appelez ça comme vous voulez. Là, on parle vraiment de développement régional. On parle d'économie circulaire parce qu'on est en train de valoriser sous forme énergétique un déchet, un résidu. Et ça, c'est de l'économie circulaire à la base. On améliore notre balance commerciale parce que cette granule-là, cette écorce-là, ces plaquettes-là, peu importe la forme qu'elles auront, vont aller remplacer des combustibles fossiles qui sont bien souvent importés, qui pèsent lourd dans notre balance commerciale.
ce qui est inscrit dans tous les rapports de Pierre-Olivier Pinault, l'État de l'énergie, depuis 10 ans. On sait que notre balance commerciale est essentiellement négative, est essentiellement faite d'importation de combustibles fossiles. Et forcément, on parle de chaleur verte, alors on va parler de gestion de la pointe. C'est un outil, et souvent les bioénergies, c'est là où elles trouvent leur force dans une discussion d'électrification, c'est qu'elles peuvent apporter un support important en gestion de pointe. Mais maintenant, on va parler de la biomasse d'un point de vue géographique. Ça, c'est important pour les gens de la Gaspésie. À savoir que le gazoduc ne va pas partout. Ça, c'est une réalité qui est très, très comprise en Gaspésie, mais dans d'autres régions ailleurs, puis on les a listés en bas à droite. Alors, le gazoduc ne se rend pas partout et souvent, ces régions-là, par contre, ont accès à beaucoup de biomasse forestière résiduelle. Et on se dit, ou en tout cas à l'ACPER, ce qu'on dit depuis maintenant plusieurs mois, c'est qu'il faut donner une option de transition énergétique crédible à l'ensemble de ces régions-là. Il faut que les programmes soient régionalisés. L'autre élément qui est important, c'est qu'il y a des usages agricoles qui pourraient bénéficier aussi de la biomasse combustion. Et là, ce que je vais vous dire va vous sembler très évident, mais lorsque les rails ont été bloqués en appui à la cause de Wet'suwet'en, on s'est tous rendu compte soudainement, là, on a eu une épiphanie collective, qu'on séchait peut-être un peu trop de grains avec du propane. Alors, la raison, c'est pas qu'ils ne veulent pas, qu'ils veulent absolument le faire avec du propane, c'est qu'ils n'ont pas forcément accès à ce type de produit-là. Là, je ne vais pas dépasser mon temps. Je vais dire une dernière chose avant de passer aux questions, parce que je vois que Marc-Claude a ouvert sa caméra et je sens son regard peser sur moi. C'est que, en termes de quantité, ce dont on parle, quand on parle de 17 pétajoules, c'est d'environ 1,2 million de tonnes métriques anhydres. Pour vous donner une idée, le projet dont Guy s'occupe, ça s'active à structurer à peu près 100 000 tonnes. Donc, l'idée, ce n'est pas de faire 12 ciments mécanismes, bien évidemment, mais c'est de développer un écosystème comme ce que propose un projet comme un fonds comme EcoLeader ou les programmes éco-performance de tech, etc., mais de vraiment créer cet écosystème de programmes qui permettent aux gens de faire cette transition-là. À la clé, on y trouve beaucoup d'emplois, de la résilience pour l'industrie forestière, et c'est des emplois qui sont non délocalisables souvent. Alors, c'est un vrai outil de relance pour plusieurs régions. Et puis, c'est ce que je suis venu vous dire aujourd'hui par rapport à la feuille de route et à l'ACPER.